Bonjour, je suis Erwan le Rumeur, kinésithérapeute à Paris, et je suis heureux en cette belle et chaude journée du 10 juillet 2026 de vous proposer la veille hebdo de pelvie-périnéologie. Cette semaine, 68 publications ont été analysées et 35 ont été retenues. Deux dossiers structurent ce journal. Le premier suit les lésions périnéales obstétricales, de leur prévention au suivi après l'accouchement. Le second pose une question très pratique. Échographie, manométrie et questionnaire permettent-ils réellement d'objectiver une dysfonction pelvienne? Cette veille transmet une information scientifique générale et ne remplace pas une décision médicale individualisée. Premier dossier, lésion périnéale obstétricale. Que faut-il mesurer avant, pendant et après l'accouchement? La publication centrale est constituée par les nouvelles recommandations internationales de l'IUGA sur les lésions obstétricales du sphincter anal. Le résumé n'est pas disponible dans les données de cette semaine, ce qui interdit d'en détailler précisément les propositions. Leur publication reste néanmoins un événement éditorial majeur. Elles réunissent dans un même cadre le repérage, la classification, la réparation et le suivi des lésions sphinctériennes obstétricales. La prévention mécanique est abordée par une méta-analyse consacrée aux épicisseurs 60, des ciseaux conçus pour produire une épisiotomie médiolatérale à un angle plus constant. 8 études ont été réunies, dont seulement 2 randomisées. 6 rapportaient une diminution des lésions sphinctériennes. Dans l'analyse groupée, l'utilisation de ces ciseaux était associée à une réduction absolue de 2 points du taux de lésion parmi l'ensemble des accouchements vaginaux. Mais chez les femmes ayant effectivement eu une épisiotomie, la réduction n'atteignait pas le seuil statistique. Le taux global d'épisiotomie ne changeait pas non plus. Cette différence est essentielle. Elle ne démontre pas que la forme des ciseaux protège directement le sphincter à chaque épisiotomie. Les auteurs évoquent un possible effet Hawthorne. L'introduction d'un nouvel instrument peut modifier la formation, la vigilance et la technique de toute l'équipe. L'outil peut donc améliorer un système de soins, sans que son mécanisme propre soit clairement isolé. La prévention ne se limite pas à la salle de naissance. Une revue consacrée à la prévention des dysfonctions périnéales du postpartum reprend les essais et méta-analyses disponibles sur l'entraînement des muscles du plancher pelvien pendant la grossesse. Le bénéfice est surtout établi pour réduire le risque d'incontinence urinaire pendant la grossesse et après l'accouchement chez des femmes encore continentes. Les preuves sont moins nettes pour une rééducation postpartum proposée indistinctement à toutes les femmes. L'article montre surtout un décalage américain. La prévention anténatale dispose de données favorables, mais les assureurs couvrent essentiellement le traitement d'une dysfonction déjà constituée. Reste une dimension souvent absente des comptes rendus obstétricaux, l'expérience du deuxième stade du travail. Le nouveau questionnaire SOLQ a été développé à partir d'un essai multicentrique, portant sur l'assistance par une ou deux sages-femmes. Il a été envoyé à 2830 et une primipares ayant accouché par voie vaginale. 2220 et une ont répondu. 16 questions se répartissent en 4 dimensions. La capacité à faire face et le sentiment de maîtrise, la participation aux décisions, la perception de la douleur, ainsi que la sécurité et la vulnérabilité. Les scores étaient moins bons chez les femmes ayant une peur de l'accouchement, une stimulation par ocytocine ou un deuxième stade supérieur à 3 heures. En revanche, la présence d'une ou de deux sages-femmes ne modifiait aucune de ces dimensions. Le SOLQ ne mesure ni une rupture sphinctérienne, ni une force musculaire, ni un stade de prolapsus. Il documente ce qui s'est passé pour la femme pendant la phase expulsive. 2 accouchements comparables dans le dossier médical peuvent ainsi produire des expériences très différentes. Deuxième dossier, échographie, manométrie et questionnaire. Que mesure-t-on réellement? Une étude portant sur 747 femmes a comparé la morphométrie du plancher pelvien en échographie translabiale, 4 dimensions chez des patientes avec ou sans douleur pelvienne persistante. 469 rapportaient une douleur. Leur hiatus des releveurs était en moyenne plus petit lors de la poussée de Valsalva. Les différences étaient plus marquées chez les femmes,
qui recevaient alors un traitement pour leur douleur. Chez celles présentant une endométriose profonde, la surface du hiatus était également plus faible au repos et à la poussée. Il serait tentant d'en faire un marqueur échographique de la douleur ou de l'hypertonie. Les auteurs l'excluent eux-mêmes. Les moyennes diffèrent entre les groupes, mais leur distribution se chevauche trop pour définir un seuil diagnostique individuel. L'échographie décrit ici un phénotype de groupe. Elle ne permet pas de conclure qu'une petite surface hiatale explique la douleur d'une patiente donnée. La même difficulté apparaît avec la manométrie anorectale haute résolution en 3 dimensions. 47 patients ont été évalués avant et après fistulotomie pour une fistule périanale simple. À 12 mois, 26% rapportaient une dégradation de la continence, alors que les pressions sphinctériennes moyennes n'avaient pas changé. Certains profils régionaux différaient chez ces patients, mais pas assez pour prédire de façon fiable le résultat post-opératoire. Le message est directement exploitable. Une cartographie de pression plus sophistiquée ne justifie pas à elle seule une manométrie systématique avant toute fistulotomie simple. Elle pourrait conserver un intérêt dans les fistules complexes, où la quantité de sphincter menacée et le risque fonctionnel sont différents. L'objectivation peut aussi passer par un questionnaire, mais sa validité dépend de ce qu'il prétend mesurer. La deuxième révision du Twelting Habit Profile questionnaire cible les facteurs sensoriels associés à la défécation chez les enfants de 3 à 6 ans. Les parents d'enfants avec ou sans troubles fonctionnels de la défécation ont rempli l'outil. La sous-échelle d'hyperréactivité présente une cohérence interne acceptable, avec un alpha de Cronbach à 0,755. La sous-échelle d'hyporéactivité ou de mauvaise perception est plus fragile, à 0,616. Les deux sous-échelles différenciaient néanmoins les enfants avec et sans troubles fonctionnels. Cela en fait un outil de repérage en développement, pas un test diagnostique établi. Il explore une dimension précise, la participation sensorielle aux habitudes de toilette, que ni une manométrie ni une échographie ne décrivent correctement. Ces 3 études montrent la même chose, par des chemins différents. Une mesure anatomique ne mesure pas automatiquement la fonction. Une pression moyenne ne prédit pas nécessairement la continence. Un questionnaire ne vaut que pour le construit précis qu'il a été conçu pour explorer. Les must-read de la semaine. Premier must-read, rééducation et prolapsus. Une méta-analyse rassemble 16 essais randomisés sur l'entraînement des muscles du plancher pelvien chez les femmes présentant un prolapsus. Par rapport au groupe contrôle, l'entraînement réduit le score symptomatique PO-PSS, augmente l'activité électromyographique maximale et améliore l'endurance musculaire. Les femmes rapportent plus souvent une amélioration et certains critères anatomiques, notamment le stade global et la paroi antérieure, évoluent favorablement. En revanche, aucun bénéfice clair n'est retrouvé pour le prolapsus postérieur ou pour la cotation d'Oxford. Les effets sont surtout démontrés jusqu'à 6 mois. Au-delà, ainsi que chez les femmes de 55 ans et plus, les résultats ne sont plus statistiquement significatifs. La rééducation améliore donc clairement certains symptômes et certaines performances à court terme, sans démonstration équivalente sur tous les compartiments ni sur la durabilité. Deuxième must-read, la radiofréquence vaginale. Face à une procédure simulée, 140 femmes âgées de 45 à 65 ans présentant une hyperactivité vésicale ou une incontinence mixte à prédominance urgenturie ont été randomisées entre 3 séances de radiofréquence microablative et 3 séances simulées. Les 2 groupes recevaient également une thérapie comportementale. Les symptômes se sont améliorés dans les 2 groupes. La radiofréquence n'a pas apporté de bénéfice supérieur sur le critère principal à 6 mois. C'est précisément l'intérêt du contrôle simulé. Sans lui, l'amélioration commune aux 2 groupes aurait facilement été attribuée à l'énergie délivrée. Dans cet essai, la procédure active ne fait pas mieux que le simulacre ajouté aux conseils comportementaux. Troisième, must read,
continence et radiothérapie après prostatectomie. Une analyse secondaire planifiée de l'essai randomisé RAVS compare radiothérapie adjuvante immédiate et radiothérapie de rattrapage déclenchée par une remontée du PSA. Les patients ayant reçu une radiothérapie adjuvante rapportaient davantage de détérioration cliniquement importante des symptômes intestinaux que ceux du groupe de rattrapage qui n'avaient finalement pas reçu de radiothérapie. À 5 ans, 16% des patients irradiés en adjuvant déclaraient une incontinence urinaire sévère contre 2% chez ceux qui n'avaient pas été irradiés. En revanche, lorsqu'on compare seulement les patients ayant effectivement reçu une radiothérapie, son caractère précoce ou retardé n'était pas associé à une différence significative des symptômes urinaires, intestinaux ou sexuels entre 1 et 5 ans. La différence principale oppose donc irradiation et absence d'irradiation plus que 2 calendriers d'irradiation. Quatrième must read. Dysynergie défécatoire et peur du mouvement. Chez 120 adultes présentant une dysynergie défécatoire, plus de 90% avaient un score compatible avec une kinésiophobie. Celle-ci était associée à la douleur pendant et après la défécation, à la sévérité de la constipation, au catastrophisme, aux symptômes dépressifs et à une moins bonne qualité de vie. Le catastrophisme était le facteur le plus fortement associé au score de kinésiophobie. L'ensemble du modèle expliquait 71% de sa variance. Cette étude transversale ne permet pas de dire si la peur provoque la dysynergie ou si les expériences douloureuses répétées construisent la peur. Elle montre néanmoins qu'un travail limité à la coordination abdomino-périnéale peut laisser intact un déterminant majeur de l'évitement. Cinquième must-read, retirer la sonde dès le premier jour à domicile. Après chirurgie pour incontinence d'effort ou prolapsus, 128 femmes ayant échoué au premier test mictionnel ont été randomisées entre retrait autonome de la sonde à domicile à jour 1 ou à jour 3 ou jour 4. La rétention persistante concernait 14,1% du groupe précoce et 10,9% du groupe standard. La différence respectait la marge de non-infériorité prédéfinie. La satisfaction était élevée dans les deux groupes et les complications ne différaient pas. Le retrait à J peut donc être proposé à des patientes correctement informées, sans imposer plusieurs jours supplémentaires de sondage à toutes. Bref, après prostatectomie radicale, une cohorte prospective multicentrique de 419 hommes montre que le regret décisionnel à 1 an est davantage associé aux symptômes urinaires et sexuels qu'à la récidive du PSA ou à la voie chirurgicale. 54% jugeaient leur fonction érectile plus mauvaise qu'attendue et 23% leur continence plus mauvaise qu'attendue. Dans le prolapsus apical, une grande cohorte appariée retrouve après hystéropexie sur tissu natif davantage de réintervention pour prolapsus qu'après hystérectomie avec suspension, 11,1 contre 6,5%. Le retraitement global, incluant le recours à un PCR, atteignait 15 contre 9,6%. L'hystéropexie exposait toutefois à un peu moins de rétention urinaire et d'infections urinaires précoces. Une autre cohorte nationale, avec 3 à 14 ans de suivi après suspension de la voûte vaginale, associe la sacrocolpopexie au plus faible poids symptomatique rapporté. Certaines techniques, notamment la fixation sacro-épineuse avec greffon et la suspension utérosacrée ipsilatérale, avaient de moins bons résultats dans certains domaines. Les groupes n'étaient pas randomisés, ce qui empêche d'attribuer toute la différence à la seule technique. Enfin, après prothèse totale de hanche chez 118 femmes, le score d'incontinence s'améliorait surtout pendant les 3 premiers mois, puis plafonnait. Parmi les 73 femmes incontinentes avant l'intervention, 45 restaient symptomatiques à 1 an. Une amélioration précoce est donc possible, mais la chirurgie de hanche ne constitue pas un traitement fiable de l'incontinence. Conclusion. Cette semaine sépare clairement 4 niveaux: la lésion, la morphologie, la performance mesurée et l'expérience vécue. Ils peuvent évoluer dans le même sens, mais ce n'est pas automatique. C'est aussi ce que montrent les essais thérapeutiques. Une amélioration observée sans groupe simulé
ne prouve pas l'effet propre d'une technologie, et un bon résultat anatomique ne garantit pas un bon résultat fonctionnel. À la semaine prochaine pour une nouvelle veille de pelvipérinéologie.